Radio J à écouter sur toutes les autoradios numériques, notamment Radio Line. C'est l'heure maintenant du grand entretien. Bonjour Loïc Kenton. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Versailles 50 ans et vous avez récemment publié un livre intitulé « Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump » aux éditions Vendémiaire. L'investiture du président élu Joe Biden aura donc lieu demain à Washington dans une ville ultra sécurisée. L'invasion du Capitole il y a 2 semaines est évidemment encore dans toutes les têtes. Loïc Kenton, quelle est la nature des menaces qui pèsent sur cet événement? Alors, il y a 2 types de menaces. En fait, il y a 2 types de temporalité. Pour ce qui est de demain à Washington, a priori, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Il peut toujours y avoir. Il y a eu des tentatives d'infiltration des forces de sécurité. Donc là, on ne sait pas exactement, mais a priori, ils sont quand même sur les dents. Donc, on peut espérer que normalement, ils font le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Après, bon, on est sûr de rien. Enfin, c'est quand même ultra sécurisé. Plus de 20 000 gardes nationaux seront notamment mobilisés, ce qui est assez énorme. Voilà. Mais c'est considérable et surtout ça montre bien la culpabilité par rapport à ce qui s'est passé le 6 janvier où ça n'aurait jamais dû arriver et il y a de plus en plus de complicité à l'intérieur et de négligence d'en haut qui se font jour. Mais c'est pas tout. En fait, il y a un deuxième niveau de crainte qui est pour mercredi dans les capitoles des 50 États. Alors, ce qu'on a vu qui est plutôt rassurant d'une certaine manière, c'est que ce week-end, il devait y avoir des rassemblements hostiles, notamment armés. Il y avait des invitations qui demandaient aux gens de venir armés à leur discrétion, ce qui veut tout dire. Et finalement, il y a pas eu grand-chose. Il y a eu quelques rassemblements, aucun n'a dégénéré. Il n'y avait vraiment pas grand monde. Donc on peut espérer raisonnablement qu'il en sera de même avec d'éventuelles petites tensions ici et là. C'est possible. C'est possible que ça dégénère également, ça on ne sait pas. Mais le plus inquiétant, je pense, et c'est là que la temporalité joue, c'est pas forcément demain. Parce que demain, si vous voulez faire quelque chose, ça sera peut-être très visible, mais ce sera quand même pas très efficace et sûrement très difficile, visiblement. Oui, il peut y avoir un coup d'éclat. Je veux dire, c'est un peu le principe des attentats suicides ou ce genre. On n'est pas dans cette dimension-là, mais ce genre de modus operandi, c'est pour attirer l'attention et pour dire quelque chose. Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Il est évidemment pas question de prendre le pouvoir, mais ce qu'on peut craindre, pour moi, c'est le modèle Oklahoma City en 95, quand une toute petite poignée d'extrémistes anarchistes anti-gouvernement fédéral font sauter un camion en face d'un bâtiment de l'administration fédérale à Oklahoma City. Ça fait pratiquement 170 morts, dont pas mal d'enfants. Il n'y a pas de projet politique là. C'est vraiment, il n'y a pas non plus de projet terroriste au sens terroriser la population pour obtenir quelque chose. Il s'agit d'une forme de nihilisme. Alors c'est considéré comme du terrorisme, mais c'est une forme de nihilisme et de destruction qui est très bien ancré dans les années 90. Il y a plusieurs événements de ce type-là. Et qui pourraient se reproduire dans les prochaines semaines. Voilà, qui pourrait, alors dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on ne sait pas, ça peut être dans 2 ans même. Le plus inquiétant d'une certaine manière, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir des armées. On parle souvent de guerre civile. Alors on va pas reproduire Gettysburg avec des bataillons de centaines de milliers de personnes. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens ça. Mais il suffit de petites équipes bien équipées. Et maintenant, avec le Darknet qu'il n'y avait pas dans les années 90, on a des moyens supérieurs. Donc, petites équipes déterminées, bien équipées, qui peuvent frapper un petit peu n'importe où et faire beaucoup de dégâts par dépit, parce qu'on leur a volé leur élection dans leur imagination. Donc, il peut y avoir tout à fait ce genre de mode opératoire, mais a priori, pas mercredi. Loïc Kenton, la cérémonie d'investiture d'un président des États-Unis fait toujours l'objet d'une préparation très aboutie. Elle est en soi l'expression d'un récit national que souhaite porter le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Est-ce que vous pouvez nous décrire à l'avance les principaux choix de Joe Biden pour demain et nous en décrire la signifiance? Alors en fait, là on est dans
dans un scénario qui est quand même assez particulier par rapport à d'habitude. Il y a le clou qui est la prestation de serment sur la Bible, et c'est ça qui restera dans les livres d'histoire. Il y a le cliché et la petite séquence vidéo son où on l'entendra prêter serment. Il y a le discours d'investiture qui est extrêmement important, qui est assez scripté finalement, mais c'est quand même un des points qu'on retient le plus. Le reste, ça fait partie du rituel, donc c'est important parce que une démocratie fonctionne aussi sur du cérémoniel, du rituel. Alors on attend notamment la présence des anciens présidents Clinton, Bush Junior et Obama. On parle également de la présence de Lady Gaga et Jennifer Lopez. Qu'est-ce que ça indique, toutes ces différentes présences, évidemment de registres très différents? Ah oui, c'est très très différent. Voilà, surtout ce que je voulais dire, c'est que là, on est dans un contexte Covid où il y a pas mal de choses qui doivent avoir lieu d'habitude et qui n'ont pas lieu. C'est-à-dire que déjà, il n'y aura pas de foule, il n'y a pas de parade, il y a beaucoup de choses qui sont, il n'y aura pas de bal comme c'est la coutume. Donc il y a pas mal de choses qui sont déprogrammées. C'est pas une investiture qu'il faut considérer dans une continuité historique. C'est une investiture qui est vraiment très très à part. Les anciens présidents, c'est la continuité des institutions. Et en fait, ce qui est pas notable, ce qui est notable, c'est pas la présence des anciens présidents, c'est plutôt l'absence de Donald Trump, du président sortant. Ça, c'est le plus notable. C'est un cas unique, Laurie Kenton, dans les annales américaines. Non, mais il faut remonter au 19e siècle pour voir un précédent avec Andrew Johnson, qui était le successeur d'Abraham Lincoln, qui avait été lui aussi la cible d'une procédure de destitution qui avait échoué pour une voix. Donc ça commence à remonter quand même pas mal. Donc on peut considérer, en tout cas au 20e siècle, au 21e siècle, que c'est du jamais vu. Mais bon, Donald Trump a quand même énormément communiqué sur le fait que il était unique. Donc là, il est fidèle au personnage. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ce qui est plus anecdotique d'une certaine manière, c'est qui chante et ce genre de choses. Bon, 95% des artistes américains sont très pro-démocrates, donc c'est pas difficile de trouver des gens un petit peu représentatifs, puisque bon, c'est aussi le grand dada des démocrates, et qu'il faut que chaque communauté soit représentée. Bruce Springsteen, c'est un petit peu le passage obligé. Donc de ce point de vue-là, on est dans un autre aspect du cérémoniel qui est classique. Il y a des gens qui ont chanté à l'investiture de Donald Trump. Il y a aussi un autre passage important, c'est les dignitaires religieux. Donc il y a toujours un certain nombre de dignitaires religieux qui interviennent, et donc le choix de tel ou tel pasteur parfois est controversé, tel évêque ou tel archevêque est controversé. Enfin ça, c'est des choses qui agitent un peu les rédactions pendant 24 heures, et c'est pas ça qui va rester. Ce qui va rester, c'est l'image de la prestation de serment et le discours, parce que le discours, après, il est étudié, etc. Et on y cherche des clés sur les grandes orientations. Alors, sur les grandes orientations, on les connaît déjà plus ou moins, et surtout, elles sont toujours soumises aux aléas des majorités. L'élection de mi-mandat de novembre 2022 changera sûrement un petit peu l'écart. Donc, c'est surtout sur les grandes lignes, disons la tonalité, si on veut. Et la tonalité, on sait que ça va être les enjeux Covid, etc., mais ça va être aussi l'unité nationale, la réparation. On nous parle beaucoup de ce mot qui revient souvent, la réparation de l'Amérique, notamment dans sa place dans le monde. Alors c'est plutôt, oui, c'est la réconciliation, la double réconciliation de l'Amérique avec elle-même. Alors là, bon courage, parce que quand on voit la détermination, sondage après sondage, des fidèles trumpistes, et là il faut dissocier les fidèles trumpistes du reste des républicains, pas seulement du reste des Américains, mais également la restauration, qui était un des grands leitmotifs de la présidence Trump, la restauration d'une certaine Amérique. Là, Biden, ça va être la restauration de l'image de l'Amérique à l'époque où Biden, lui, était vice-président. Ça, on le sait historiquement, c'est vérifié. Ça intervient très vite. On a un président qui est pas loin,
l'Amérique de Bush était une Amérique mal aimée à l'international. Quand Obama est devenu président, l'image de l'Amérique est remontée en flèche dans les opinions mondiales. Donc là, ce qu'on a vu dans un certain nombre d'études, c'était que les opinions publiques internationales, en fait, distinguaient leur image de l'Amérique et l'image de la présidence Trump. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui était assez distinct dans l'esprit des gens. Là, on va avoir une rectification dans l'opinion. Évidemment, les chancelleries attendent ça avec impatience. Donc, il va y avoir une forme de restauration, de communication sur l'Amérique et de retour. Il va y avoir beaucoup de communication là-dessus. Après, il faudra voir sur les questions de droits de douane, les questions d'intérêt géopolitique. On annonce d'ailleurs dès demain, Laurie Kenton, la signature par Joe Biden d'une série de décrets pour rétablir la place de l'Amérique dans le monde. Sur quoi porteront précisément ces décrets ? Il va y avoir une foule de détricotages plus ou moins visibles et plus ou moins symboliques, parce que ce qui va se passer en fait dans les premières heures et dans les premières journées, ça va être très symbolique. Un des principaux symboles, ça va être le retour des États-Unis dans l'accord de Paris COP21, qui avait été le départ par Donald Trump en juin 2017, avait été très commenté, très controversé. Ça avait été extrêmement polémique aux États-Unis. Donc là, évidemment, les démocrates vont revenir. Donc il va y avoir tout un détricotage, mais qui va être en fait l'inverse, le miroir de ce que Trump a fait quand il a détricoté méticuleusement et systématiquement tout ce qu'Obama avait réussi à faire bon an mal an, malgré l'hostilité du Congrès, qui avait quand même pas mal paralysé sa présidence et à laquelle Biden avait assisté assez impuissant. Donc Biden va avoir à cœur de détricoter ce que Trump a fait pour détricoter ce qu'Obama avait fait. Donc il y a une sorte de volonté de restauration d'une certaine manière de ce que lui et les démocrates considèrent comme la grandeur de l'Amérique. Donc la grande ironie de la chose, c'est que rendre sa grandeur à l'Amérique, Make America Great Again, ça peut très bien s'appliquer au début de la présidence Biden. Les républicains, bien sûr, ne l'entendent pas de cette oreille. Une forme de retournement des 4 années d'exercice de mandat de Donald Trump. On va terminer justement avec Trump, Laurie Kenton. Quel est le programme de sa dernière journée de pouvoir ? On phosphore beaucoup ces dernières heures sur les grâces présidentielles qu'il pourrait accorder à certains de ses proches. Oui, alors ce qui est assez amusant d'une certaine manière, c'est cette espèce de copier-coller tous les jours sur son agenda où il travaille de très tôt le matin à très tard le soir, ce qui ne veut rien dire. Puisqu'il n'y a aucun détail, rendez-vous, ce genre de choses. On ne sait pas s'il va jouer au golf aujourd'hui. Et les grâces, c'est classique, tout le monde le fait. Depuis le tout début du 19e siècle, il y a un certain nombre de nominations de dernière minute et de grâces de dernière minute, qui sont plus ou moins controversées. Bill Clinton avait gracié un proche qui était impliqué dans une affaire juridique. Ça avait fait couler beaucoup d'encre en 2001 en quittant la Maison-Blanche. Donc c'est pas non plus l'apanage des républicains. L'important, ça va pas être de voir combien de personnes il va gracier, ça va être de voir qui est gracié de quoi, en fait, de quel chef d'accusation. C'est surtout ça qui sera intéressant de voir. Merci beaucoup Laurie Kenton d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump, paru aux éditions Vendémiaire. Votre interview est à retrouver sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bel après-midi à vous. Merci, au revoir.